vu le film, je vais avoir le plaisir d'inviter la présidente des perspectives ukrainiennes, de venir nous rejoindre. Peut-être aussi Jean-Luc Portel, si vous pouvez venir ici avec nous. En tout cas, Olia, tu as aussi tes invités ici. Est-ce que tu peux venir Bonsoir. Je souhaiterais vous présenter également les amis qui sont venus avec moi. Dmitro Atamaniuk, qui est président de l'association médicale caritative de France-Ukraine. Donc c'est une association qui aide, association nouvellement fondée, créée au moment de Maïdan, car il y avait les premiers blessés. Donc c'est une association qui mène une action pour soigner les blessés, pour les échanges médicaux également entre la France et l'Ukraine. Donc maintenant je pense qu'il parlera davantage sur votre action. Je vois dans la salle également Volodymyr Koselski, qui est... Moi je suis venu juste pour... Oui, pour m'inviter, mais voilà, sachez que c'est une personne qui s'occupe aussi beaucoup de tout ce qui est relation entre la France et l'Ukraine, les échanges entre les jeunes spécialistes. Volodymyr a beaucoup intervenu au moment de Maïdan et ensuite au moment de la guerre, comme expert sur l'Ukraine. Donc voilà. J'espère que vous avez des questions sur ce que vous avez vu. On était... Oui. Déjà, est-ce que tu pourrais présenter le collectif Babylone 13 et présenter ton association à toi, vos activités? Donc oui, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Olga Gerasimenko, présidente d'association Perspectives Ukrainiennes. Nous existons depuis 2008 et nous œuvrons pour faire connaître l'Ukraine dans toutes ses multiples aspirations, les cultures ukrainiennes en France. C'était quelque chose, c'était notre petite niche jusqu'au 2013, et vers 2013-2014. Et après, quand ça a explosé, donc maintenant tout le monde est un peu spécialiste de l'Ukraine. Nous avons juste essayé de poursuivre sur cette voie. Donc c'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes reconnaissants au Centre culturel tchèque et donc la maquette avec le festival à l'Est de Novo. Effectivement, le cycle de films Babylone 13, c'est quelque chose qui a été créé au moment des premières protestations sur Maïdan. Si vous vous souvenez, un peu historique, l'accord d'association entre l'Europe et l'Ukraine n'a pas été signé en fin de novembre. Et à partir du 30 novembre, les étudiants et les professeurs de l'université, de l'Institut de cinéma et de théâtre de Kiev, Arpen-Kokari, sont venus pour témoigner, pour filmer ce qui se passait sur place. Et donc, c'était les premiers épisodes de Babylone. Et donc, on a vu tout à l'heure deux films qui s'appelaient le premier Rester vivant, c'est sur les personnes blessées de la guerre, les militaires. Et deuxième qui s'appelait Plus fort que les armes, donc sur les manifestants de Maïdan. Et donc, c'est Rester plus fort que les armes, donc c'était les premiers cadres qui étaient tournés par ce collectif. Depuis, les étudiants et les professeurs ont poursuivi leur travail. Aujourd'hui, cette série compte plus de 186 épisodes. Ils ont été partout, toujours sur devant de ce qui s'est passé. Donc d'abord sur Maïdan, ensuite vous avez vu les cadres qui étaient tournés en Crimée au moment de l'élection, ensuite Donetsk au moment des premiers troubles de la guerre. Il était vraiment présent partout et donc il continue à tourner les épisodes et on peut les trouver sur le site, sur le web. Ils ont leur site, ils ont des comptes sur les réseaux sociaux. Et il y a certains épisodes qui sont sur YouTube, je veux dire certains épisodes qui sont traduits en français sous-titrés comme ça. Donc vous pouvez les trouver là-bas et passer l'information à vos amis. Parce que nous sommes intéressés, les Ukrainiens de France, les Ukrainiens, nous sommes intéressés de parler davantage sur ce qui se passe dans le pays parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus où en parler. Et maintenant, si vous permettez, je passerai le parole à Dmitro qui présente un peu plus l'association aide médicale et votre action, ce que vous faites. Et peut-être tu peux proposer la coopération pour ceux qui souhaitent aider. Merci. Je me présente Dmitro Atamaniuk, donc je suis président de l'association aide médicale caritative France-Ukraine.
Juste pour vous rappeler un peu l'historique des événements, donc le 30 novembre, il y avait plusieurs étudiants qui étaient abattus sur la place de Maïdan, suite à quoi en fait, cette révolution se transformait en fait de la révolution européenne, on va dire, vers la révolution de dignité, tout simplement, et vers février 2014, suite à nombreux combats entre 18 et 20 février, vous avez vu des épisodes, il y avait plus de centaines de morts sur la place de Maïdan, sur la rue des Grouchovski, et aussi il y avait plus de 1500 blessés. La situation était très spéciale parce que dans ces jours-là, personne ne connaissait ce qui va se passer derrière. Mais tout le monde était assez confiant qu'il faut y aller au bout. De mon côté, je veux dire que plusieurs blessés se sont retrouvés dans les hôpitaux municipaux de Kiev, mais ils étaient poursuivis et chassés par les forces des ordres. Donc suite à ça, donc, tout le monde connaissait que les blessés de Maïdan sont chassés dans les hôpitaux. Il y avait plusieurs hôpitaux clandestins, on va dire, qui se sont formés dans les boutiques, dans les appartements, un peu partout dans Kiev, plutôt dans la région de la place de Maïdan. Et à partir de là, sur Maïdan, il y avait déjà un service médical improvisé, on va dire, qui se constituait en partie de Croix-Rouge, en partie des médecins sans frontières, mais il y avait beaucoup de bénévoles qui se sont engagés de tout le pays en fait pour faire le service d'urgence, pour aider les gens sur place, parce qu'il y avait quand même pas mal de foule. Il y avait des jours où il y avait plus d'1 million de gens dans le centre de Kiev, donc c'était quand même une agglomération importante des gens. Donc, suite aux événements de février 2014, enfin, nous, nous avons vécu ces moments en live, nous n'avons pas pu rester tranquilles devant les écrans de télé. Et avec plusieurs camarades, on se mit en association et on a commencé à aider, à envoyer en tout début des vêtements, des médicaments en Ukraine sur la place de Maïdan. Après, nous avons rapidement établi les contacts en fait, avec les volontaires sur place, avec les bénévoles aussi qui ont été formés très spontanément, qui se sont donnés comme un but d'aider ces blessés, parce qu'il y avait quand même plus de 1500 blessés, ils étaient repartis un peu partout, il y avait bordel, c'était ni classé ni rien, enfin, personne ne savait combien il y a vraiment des blessés et où ils se trouvent. Après, en fait, le départ de Yanukovych, ça se calmait un peu, donc les poursuites se calmaient dans les hôpitaux. Donc, plusieurs blessés ont revenu dans les hôpitaux municipaux, mais c'était quand même c'était pas du tout structuré en début. Donc, en début, notre équipe a aidé avec les médicaments. Après ce contact avec les bénévoles sur place, nous avons pu organiser les soins ici en France pour 3 blessés de Maïdan en ophtalmologie, pour les prothèses ophtalmologiques. Après Maïdan, donc c'était plutôt au mois de mai 2014. Ouais. Ensuite, nous avons enregistré comme une association loi 1901 classique. Et, on poursuivi, en fait, on a décidé d'élargir un peu notre champ d'action sur non pas que les soins des blessés ici, mais aussi sur l'envoi d'aide humanitaire en sens plus large, pour échanger les médecins. Donc nos médecins ont organisé en fait plusieurs missions des chirurgiens, de neurochirurgiens français en Ukraine, dans les hôpitaux militaires, pour consulter et opérer les blessés. Aussi, nous avons eu 2 missions
des médecins ukrainiens qui ont été en stage ici en France pour surtout se perfectionner en neurochirurgie. Et à part ça, en octobre 2014, nous avons activé le projet des convois humanitaires et depuis octobre, nous avons pu envoyer 15 convois, donc des camions de 90 mètres cubes plus 3 ambulances qui ont parti dans les petits hôpitaux de l'Est du pays qui ont été dévastés en fait pendant cette guerre dans la région de Donetsk et Lugansk. Nous avons été aidés un peu à la fois par la communauté ukrainienne ici, des sympathisants, mais aussi par l'ambassade de France en Ukraine, par une petite subvention. Donc, dans notre projet d'aide humanitaire, nous avons à la fois acheté un nouveau matériel, des ambulances et envoyé des ambulances pour les petites cliniques en fait, régionales à l'est du pays, mais aussi de l'équipement d'occasion qui était donné par les hôpitaux français. Donc nous avons organisé plusieurs convois en Ukraine et donc là, d'ailleurs aujourd'hui il y avait un convoi qui se chargeait à Bordeaux, le 11 mai il y avait un convoi de Perpignan. Donc ça se poursuit et puis pour cet été nous avons prévu aussi un petit projet d'accueil des enfants, des familles, des victimes ou grièvement blessés ici en France pour les stages linguistiques dans les familles d'accueil. Donc si parmi vous il y a quelqu'un qui peut se porter un volontaire, un bénévole comme une famille d'accueil pour un enfant pour les vacances d'été, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà un peu les principaux axes de ce qu'on fait depuis un an, presque un an. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez apporter une aide, ne reste que comme un bénévole ou comme un contact avec les hôpitaux, avec les professionnels médicaux ou juste avec votre simple soutien. Vous êtes bienvenus, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu ou entendu? Des commentaires? Je voudrais juste féliciter cette belle initiative et dire que l'Ukraine a besoin d'une solidarité européenne, comme les Tchèques avaient besoin de solidarité européenne en 1968, et que les Ukrainiens veulent vivre en paix avec tout le monde, avec les Russes, avec tout le monde, mais ils veulent avoir le droit de choisir pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils vont aller. Donc le Maïdan s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus vaste de révolution européenne, de révolution de l'unité, comme des révolutions de couleur, révolution de velours, pour que chaque peuple a le droit de choisir son chemin, en respectant les autres. Merci. Je voudrais dire que justement ce programme nous l'avons déjà montré dans le cadre du festival à l'Est du Nouveau à Rouen et dans une ville d'agglomération qui s'appelle Yvetot. Et je voudrais signaler aussi au public présent qu'en association avec Observateurs de la diversité culturelle, dont le président Thibaut Villette est ici avec nous, nous allons faire aussi une projection le 28 mai au cinéma Étoile de Lilas, non? Non, c'est le cinéma de Bagnolet. Voilà. Donc si vous avez des amis ou des connaissances qui voudraient savoir plus, vous pouvez aussi faire circuler cette information qui va apparaître sur les réseaux sociaux. Et nous allons essayer, nous essayons aussi de toucher le public parisien, mais aussi comme notre festival a lieu au Pérou, à Lima, commence ce soir. Le film a été sous-titré en espagnol et il va être montré en Amérique latine pour aussi sensibiliser les territoires qui sont hors Europe. Voilà. Mais je voudrais inviter le public aussi aux questions. Voilà.
Merci. J'ai une question. Je ne comprends pas. Il n'y a aucun distributeur français qui est intéressé à diffuser des choses comme ça sur l'Ukraine, sur la guerre. Vous avez essayé? essayé? C'est-à-dire que c'est pas... C'est quand même très confidentiel ce festival. Il n'y a pas d'image. Ou assez peu. Chez nous. Avez-vous remarqué que des journalistes français font un travail merveilleux en Ukraine sur le terrain, mais les rédactions françaises font souvent d'autres choix. Donc je pense que c'est on peut dans la même manière, c'est-à-dire que peut-être il y a certains publics en France qui peuvent être intéressés par ce genre de film. Oui, excusez-moi. Donc je pense qu'il est évident qu'il y a le public en France pour ce film. Mais ensuite, l'Ukraine, il y a un an, était toujours à côté de tous les réseaux de circulation d'informations officielles. Toute information sur l'Ukraine, ça passait à travers des rédactions à Moscou. Même aujourd'hui, donc il y a des choses qui se passent à l'est de l'Ukraine, on n'en parle plus. Parce que je pense que c'est compliqué peut-être pour une rédaction française d'interpréter ce qui se passe. Donc là, le film, il donne pas une version lisse avec un scénario précis. Est-ce que c'est ça ce qui arrête au niveau de distribution? En plus, il y a 186 épisodes, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des contacts? Je pense qu'on peut toujours mettre en relation. Ça, c'est de fil en aiguille, on peut toujours... Est-ce que les distributeurs français savent que le film existe? Parce que, comme vous voyez, donc, la traduction n'est pas professionnelle, elle était assurée par des associations. L'État ukrainien étant défaillant sur de nombreux sujets, vous avez vu, même l'armée ukrainienne, elle est soutenue par des volontaires. Donc, c'est des volontaires, c'est la société civile qui se construit d'en bas, l'État ukrainien se construit d'en bas, et la structure qui existe aujourd'hui, donc, souvent, elle n'est pas efficace. Et donc, puisque Babylone 13, c'est un projet des étudiants universitaires, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des professionnels du cinéma français qui savent que ça existe, mais ceux qui ont le pouvoir de distribuer, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à votre question. On peut se renseigner tous ensemble, vous laissez coordonner, je vous renverrai une petite note d'info si vous voulez sur le sujet. Une fois je sais plus. Non, je ne sais pas, excusez-moi. Voilà, la distribution des films en provenance de l'Europe centrale et Europe orientale est de manière générale très compliquée en France parce que le marché est saturé. Il y a 800 films qui sortent tous les ans et il s'agit principalement des films américains et français. Et je pense que nous avons aussi donné l'espace à ce film pour être vu dans les peu de professionnels qui sont vraiment spécialisés et intéressés par les films de l'Est dans notre festival. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas concurrencer avec des films comme ça une production qui est commerciale. Et je pense que ce film-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une circulation, une carrière de circulation véritablement dans le film, mais il a plutôt une vocation à être circulé dans des réseaux, des personnes qui sont intéressées dans des projections qui ne sont pas dans les cinémas, mais dans les centres culturels ou centres alternatifs. C'est ce que nous essayons de faire, attirer l'attention, faire des contacts et créer une communauté qui pourrait aussi promouvoir ce genre de communication. Et d'autre côté, je me dis qu'avec ce genre de cinéma, c'est une naissance de nouveaux médiums, de nouveaux médias, parce que ce n'est pas vraiment un documentaire, c'est chronique, c'est pas vraiment un reportage, parce que c'est quelque chose qui reste, qui est d'actualité dans la durée. C'est pas quelque chose qui existe, mais je pense que demain, peut-être nos enfants ils vont apprendre l'histoire grâce à ce film. C'est-à-dire que c'est un témoignage vraiment des gens sur place, parler aux yeux. C'est-à-dire l'histoire, c'est sûr que c'est interprété ensuite par les historiens et tout ça. Et donc, ce film a été traduit en allemand et en anglais, toujours par des volontaires, et donc ça, oui, en espagnol, en français. Donc, et ça circule, ça circule par des réseaux sociaux, parce que comme Maïdan a été fait en partie grâce aux réseaux sociaux, donc c'est pareil avec... et le film, puisque ce sont des étudiants et des profs, c'est un travail colossal qui a été réalisé, mais ils sont intéressés qu'on les montre. C'est pour ça, c'est libre de droit, et donc si vous connaissez des salles qui peuvent projeter ce film, je pense qu'ils seront tout à fait d'accord pour ça. Donc faisons notre propre distribution si vous voulez en parallèle. Alors, en fait, j'avais plusieurs
question. Là, c'était juste, il y a un moment donné, il y a un drapeau rouge-noir dans le premier coup. C'est avec une bande rouge et une bande noire horizontale. Et je me demandais ce que c'était. Après, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y avait des grèves en Ukraine? Genre, est-ce que des gens qui sont dans les entreprises font des grèves? Et en fait, je sais pas, sur la vision finalement de comment comment les gens voyaient les choses. Est-ce que les gens, évidemment ils veulent tous la fin de la guerre parce que la guerre c'est pas très cool. Mais dans le sens, est-ce qu'ils pensent vraiment que la fin de la guerre va genre consolider ce qu'ils voulaient avoir avec Maïdan? Est-ce qu'ils pensent l'avoir eu après Maïdan? Ou genre est-ce qu'ils pensent que du coup ils vont devoir retourner à Maïdan? J'en sais rien. Sur le drapeau rouge et noir, je vais peut-être inviter à répondre Denis Kolesnik, qui est membre de Perspective Ukrainien et c'est lui qui a le site InfoNews. Donc lui, il est originaire de l'ouest de l'Ukraine, il saura mieux peut-être parler des symboles tels que le drapeau rouge et noir, mais c'est un drapeau de l'armée. Tu peux parler, je sais que tu oui, et bon, tu es aussi comme historien. Bref, c'est un drapeau qui appartenait à l'armée ukrainienne insurrectionnelle qui était contre le fascisme et contre les soviétiques aussi. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 1954 à peu près, il y avait des maquisards à l'ouest de l'Ukraine qui luttaient contre les soviétiques. Slava Ukraini, Героям Slava, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, c'est leur appel. Donc, qui était vraiment, jusqu'au événement de Maïdan, était plutôt connoté au l'est de l'Ukraine. Et à partir de Maïdan, toute l'Ukraine, parce que, comme on dit, c'est à Poutine qu'il faut remercier que la nation ukrainienne s'est consolidée aujourd'hui. Donc, c'est à partir de Maïdan que c'est devenu un appel de la nation ukrainienne, on va dire. Ça c'est pour le drapeau. Merci. Est-ce que vous pensez qu'1 million de personnes, c'est un grève sur la place centrale du Maïdan? Oui, on peut appeler ce qui se passait sur la place de Maïdan un gros grève quand même. Après, dans la situation actuelle d'aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a une situation de guerre dans le pays. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de la situation économique parce qu'il y a une dévaluation énorme des vies à prix, le taux d'échange de devis a pris 3 fois dans 6 mois, un peu plus. Donc, nous pouvons tous comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de la situation d'aujourd'hui, ni économique, ni pas forcément politique, parce que, on est bien conscient que les politiques d'aujourd'hui, déjà, ils étaient bien élus de façon démocratique, et dans leur majorité, ils étaient quand même... il y a une partie des politiques des politiques qui ont été changées, mais il y a une partie qui ont resté quand même sur place malgré les élections. C'est à cause de la système d'élection en Ukraine qui était en place en 2004, à la date de 2014, de début 2015, pardon. Donc, bien sûr, il y a des mécontentements, mais tout le monde comprend que dans la situation d'aujourd'hui, on ne peut pas faire une grève parce que le pays ne va pas supporter ça. Tout le monde a clairement en tête qu'il faut que la guerre s'arrête. Après, on va faire l'ordre dans le pays. Il y avait des grèves des gens qui travaillent à la nuit. Il y avait des grèves en fait. En 2015, cette année, les gens qui travaillent dans les mines faisaient la grève parce qu'ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas payés. Voilà. Donc on ne peut pas dire que les gens ne font pas la grève parce qu'il y a la guerre. Voilà. Juste par rapport à votre question sur le drapeau noir et rouge, il y avait aussi un épisode consacré au bataillon Aïdara. Et donc avec Cosaque, avec enterrement militaire, parce qu'on parle beaucoup aussi, vous avez entendu parler, que bon, les Ukrainiens sont des nazis,
donc, c'est que nazi. Donc quand on parle de Haïda, justement, on parle de nazis. Effectivement, quand vous regardez Azov, pardon, Azov, là. Il y avait Azov, c'était Azov, ouais, Azov, pardon. Et donc quand on a vu quand même le drapeau d'Azov, il laisse les gens perplexes. Mais quand on a vu, quand même, statistiquement parlant, on a vu ce soldat, il vient d'Odessa, et 80%, c'est la majorité des gens qui font partie de l'Azov, c'est des gens qui viennent de l'Est de l'Ukraine. Sur le russophones, les gens qui viennent de l'Est de l'Ukraine, viennent de régions de Donetsk, de d'autres régions. Il y avait une minorité, effectivement, 5%, qui représente effectivement, qui viennent de l'ancienne, s'appelait l'Assemblée nationale socialiste ukrainienne, qui sont effectivement des idées extrême droite. Mais ce que je voulais dire, qu'il y a des gens en Ukraine qui font partie de l'extrême droite, mais c'est vraiment une minorité. On a montré plusieurs fois des gens qui sont entrés au Parlement. Et quand on dit, les formations ont dit aujourd'hui, il a dit que bon, les Ukrainiens sont des nazis, au gouvernement sont des nazis, c'est pas vrai du tout. Et quand même les gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie, c'est quand même des patriotes, avant tout. Donc juste pour que je, parce qu'après s'il y a des questions sur ça. Non, je voulais simplement dire quelque chose sur les films. Je ne vais pas rentrer dans la discussion sur l'Ukraine, mais d'abord sur les films, je pense qu'il faut quand même signaler que ces films ont une qualité, on a un festival de cinéma, pour dire le mot, qui est assez intéressante, parce que je crois que c'est une façon de filmer ces éléments qui est tout à fait assez originale. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il ne faut pas les comparer aux images d'actualité sur lesquelles il y a abondance, même si ce sont toujours les mêmes, mais il y en a quand même pas mal, qui sont diffusés par la télévision. Il faut plutôt aller effectivement vers des films, disons des films qui sont des films des documentaires, et qui peuvent être utiles pour la cause ukrainienne aujourd'hui. Mais je pense que même ce type de film, même quand il est typé pour un circuit de distribution, c'est très difficile. Je peux prendre un autre exemple, parce qu'il y a un autre film que j'ai vu récemment, qui est un film extraordinaire sur la guerre en Syrie, qui s'appelle Eau argentée. Je peux vous dire que c'est très difficile de le voir. On le voit, on l'a vu un peu, on peut le voir sur YouTube, et c'est un vrai problème. Et ce type de film, alors qu'il a été présenté à Cannes, il a même été, il a été très très bien accueilli à Cannes l'année dernière. Donc je crois que ça rend la chose difficile. Mais c'est très bien si vous le mettez gratuitement sur le net. Et je pense qu'il serait bien effectivement qu'il y ait une formule de type DVD ou une formule qui soit, disons, sous-titrée au moins en anglais, qui puisse être utilisée pour des réunions, pour des choses de ce genre. Et bon, je crois que, d'autre part, je crois qu'autour de cette discussion sur le film, et par rapport à ce qui a été dit, il y a un autre problème, c'est que la cause ukrainienne, je dirais plutôt la cause Maïdan, n'est pas si populaire. Elle est assez populaire en France, mais elle n'est pas tant que ça. Il y a en France un courant quand même très fort qui considère, qu'on pourrait caractériser comme pro-russe, qui existe dans différentes forces politiques et qui existe dans l'opinion et qui relève d'une manière différente, de toutes sortes de manières, la propagande russe que vous connaissez, qui est celle justement ce sont des fascistes, etc. Donc je crois que ça, c'est une vraie discussion politique en France, et qui est aujourd'hui, et sur lequel il ne faut absolument pas se leurrer. Bon, on est dans un contexte européen et mondial dans lequel la relation avec la Russie n'est pas si simple, et vis-à-vis de laquelle la diplomatie française, comme la diplomatie européenne, est aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des oppositions fermes sur la question des sanctions, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas simple. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la solidarité en France, moi je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu plus de choses. Je suis très intéressé par ce que vous avez dit, ce qui se passe sur le plan humanitaire, c'est très très bien, mais il n'y a vraiment pas eu grand-chose, je pense, en France, autre qui a été fait. Et ça, c'est vraiment très dommage. Et moi, je suis allé, par exemple, j'étais à Kiev il y a une dizaine de jours, dans le cadre d'échanges universitaires qui existent là-bas. Bon, on peut faire des conférences, on peut discuter avec les gens, mais je me rends compte quand même qu'on sait peu de choses. Et pour finir, revenir sur les films, que je trouve que les films rendent très très bien compte, font passer quelque chose au niveau de l'ambiance,
de Maïdan, de tout ce qui s'est passé. Et bon, ce film il y a des images de fois absolument extraordinaires. Soit c'est le premier morceau sur ce qui se passe à la frontière dans les zones, disons, je ne sais pas où c'était, mais j'ai oublié le nom de la ville, mais vous voyez ces gens qui vivent, qui essaient des armes de feu, ou alors c'est ces gens qui lisent des poèmes aux flics, ça j'avais trouvé ça extraordinaire dans le mouvement de Maïdan. Et donc vous avez toutes sortes d'images, qui sont des images qui, à mon sens, symbolisent bien ce qui se passe, sur lequel il faudrait faire plus. Alors donc, très bien de diffuser ce film. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question, c'est plus je voulais rebondir sur le fait qu'il n'y a pas assez d'informations en France sur l'Ukraine. C'est vrai, et donc les activistes ici en France, les Ukrainiens, ils essayent de pallier à cette situation. Et donc notamment, moi je me représente l'association Ukraine Action, et on a préparé une petite fiche dans laquelle, que je pourrais vous distribuer tout à l'heure, dans laquelle vous pouvez trouver une liste des livres écrits en français sur la situation actuellement en Ukraine, une liste des sites internet dans lesquels vous pouvez lire en français les dernières nouvelles de l'Ukraine, des blogs francophones également, des actualités écrites en anglais par des Ukrainiens, et un petit peu donc des chaînes YouTube, malheureusement pour le moment elles sont essentiellement en anglais, il y a Babylon 13 bien sûr, mais d'autres chaînes où vous pouvez regarder les actualités ukrainiennes et donc ensuite des agendas, des événements qui se passent en Ukraine. Donc j'ai plusieurs fiches que vous exercez tout à l'heure, je vais vous distribuer. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous inviter après mademoiselle, vous pouvez les mettre peut-être après sur la table. On les distribuera volontiers. D'autres questions? Non. Je ne sais pas s'il y a des compatriotes tchèques ici, mais je dois témoigner aussi qu'en République tchèque, la question de l'Ukraine est vraiment sur la première page et dans les journaux. Je pense, si je ne me trompe pas, il y a aussi l'accueil Oui, quasiment tous les jours. Je suis nulle. Je suis un peu, c'est incomparable avec la France, effectivement. Quasiment tous les jours, il y a des infos sur l'Ukraine. C'est un peu plus sensible chez nous qu'ici. L'accueil des Ukrainiens aussi en République tchèque, la famille. Oui, il y a des camps d'été aussi, des familles ukrainiennes qui envoient leurs enfants en Tchéquie. Oui, ça existe aussi tous les ans. C'est une association qui s'occupe de ça. Il y a des Ukrainiens d'origine tchèque qui étaient aussi en fait, déménagés suite au conflit qui sont répartis en Tchéquie. Voilà, d'autres points. Non, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a aussi, et si vous avez plutôt des questions là-dessus, c'est parce qu'il y a quand même une quantité de plus en plus importante de réfugiés qui viennent de l'Est, mais pas que de l'Est, enfin, qui sont, notamment il y a des gens qui viennent de Crimée, il y a même aujourd'hui un nombre assez important de réfugiés ukrainiens qui sont en Pologne, notamment des Tatars de Crimée qui vont là-bas, et il y a toute une série d'associations d'aide qui existent. Alors est-ce que je suppose que vous êtes en contact avec elles, il y a un lien, mais notamment sur la question de tous ces réfugiés qui vous avez parlé d'aide pour les vacances, etc. Mais est-ce qu'il y a une préoccupation autour de... Parce que je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il y en aura d'autres, et que c'est vraiment un des problèmes qui peut être important sur la solidarité. Ça me permettre de rebondir sur la question. En effet, suite aux événements à l'annexion du Crimée et à la guerre à l'est de l'Ukraine, nous avons, à l'heure d'aujourd'hui, sur les statistiques de l'ONU, près de 1 200 000 temporairement déplacés. On ne les appelle pas les réfugiés parce qu'ils se déplacent majoritairement sur l'Ukraine, donc sur le territoire de l'Ukraine. Ils sont en grande partie, les Criméennes sont en grande partie sur les régions limitrophes de Crimée, mais aussi à l'ouest de l'Ukraine, donc Lviv, dans Lviv ou bien à Kiev.
ou de la région, ainsi que les gens des régions de Lugansk et Donetsk certains ont juste déménagé de quelques dizaines de kilomètres dans la zone, dans la région de Donetsk ou Lugansk, qui est là maintenant contrôlée par l'Ukraine. Mais il y en a plusieurs d'autres qui sont repartis partout dans le pays. Il faut bien souligner qu'il y a un énorme esprit d'entraide entre en Ukraine. Et, plusieurs familles temporairement déplacées ont été accueillies, pas que par les familles, mais aussi par d'autres gens qui ne connaissaient pas du tout, qui sont accueillis dans les villes ou bien dans les villages. Et là maintenant il y a plusieurs initiatives en Ukraine qui même s'en occupent de trouver le job pour ces gens sur place, parce que ils peuvent être logés temporairement rapidement, après ils peuvent louer l'appartement, mais l'essentiel c'est qu'ils poursuivent de vivre, etc. Par exemple, notre association, en début du mois de mai, nous avons organisé un concert pour les 2 pianistes des enfants, donc une fille de Crimée et un garçon de Donetsk qui ont déménagé à Kiev, des pianistes, des merveilleux pianistes, mais qui n'ont pas pu poursuivre leurs études dans leur maison. Et là, en ce moment, ils étudient à Kiev le piano. Alors, demain, par ailleurs, si on est sur agenda, il y a une soirée anniversaire de la présidentielle, des élections présidentielles en Ukraine qui se passe à UGC Bercy, donc village UGC Bercy. Donc vous êtes bien sûr invités pour participer. Il y aura aussi une petite film en 3D sur les élections présidentielles qui ont eu lieu en mai 2014. Donc il y aura aussi plusieurs intervenants, et aussi nous préparons un concert caritatif de la musique classique le 30 mai dans le centre culturel de l'ambassade de Azerbaïdjan. Ce sera très près de Champ de Mars, donc vous êtes tous invités. L'info va circuler, je pense, ce soir ou demain aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour revenir sur les questions humanitaires pour les réfugiés, il y a plusieurs. En fait, nous travaillons assez localement, donc nos convois humanitaires arrivent en partie dans les hôpitaux avec le matériel médical, mais aussi avec les vêtements pour les temporairement déplacés. Il y a quelques grosses associations humanitaires qui œuvrent maintenant en Ukraine, c'est surtout Médecins sans frontières qui sont sur le territoire occupé de Donbass. Il y a aussi Action contre la faim qui ont eu un gros fonds d'éco européenne qui sont en train de s'installer, en fait, d'avoir un bureau à Kiev, et ils sont en cours d'ouvrir en fait une cantine sociale à Lugansk, il me semble. Ils emploient en fait, là ils embauchent des gens sur place en Ukraine. Puis il y a plusieurs d'autres petites associations et surtout beaucoup d'initiatives bénévoles qui se sont enregistrées vraiment il y a moins d'un an en Ukraine, qui œuvrent à la fois pour l'armée, pour les besoins médicaux d'armée, pour les besoins alimentaires et sanitaires des réfugiés. Donc il y a vraiment un gros entraide. Sinon, pour vous rassurer, la France en Ukraine n'est pas réputée la terre d'asile. Donc je ne pense pas qu'il y aura des Ukrainiens qui viendront chercher l'asile en France, sauf des nouveaux riches ou sauf les enfants des anciens élites qui étaient chassés par Maïdan et qui sont habitués de la France à être sur le Côte d'Azur. Donc malheureusement, aujourd'hui, la France n'est pas réputée comme terre d'asile à l'est de l'Europe, sauf chez les nouveaux riches. Et sinon... Non, mais sur les nouveaux riches, c'est pas si vrai, parce que j'étais à Nice cet été, et parce que j'ai de la famille là-bas, je suis allé, j'ai pris un taxi,
les chauffeurs de taxi se plaignaient énormément de la guerre, de l'embargo vis-à-vis de la Russie, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui ne venaient plus. Or, à Nice, il y a beaucoup de Russes là-bas. Bon, ça, c'est anecdotique, je ne sais pas, c'est pas une analyse scientifique, mais il y a beaucoup de... Ils se plaignaient. Donc, je pense que ça a des répercussions sur les relations aussi entre la France et ses nouveaux riches que le focus. Bon, maintenant, le fait, je pense que sur l'accueil, ma question, c'était surtout s'il y avait des... Parce qu'il y a des relais comme Action contre la faim, comme est-ce qu'il y a des collectes, des choses qui se font ici, en plus de ce que vous faites, directement pour l'Ukraine? Parce qu'il y a des convois que vous envoyez, vous collectez où c'est auprès des populations ou comment vous faites pour, Enfin, tout ce qui est matériel médical, on parlait de... Ah oui, c'est du matériel médical, mais par exemple sur les vêtements, ça vous faites pas ça? Les vêtements, on fait auprès de la population. Oui, c'est ça. On a des points de collecte, on est 2 points en Île-de-France, puis à Bordeaux, à Toulouse, à c'est intéressant, il faut dire que c'est intéressant. Il y a déjà un petit réseau qui est créé depuis un an. Si vous avez des contacts là. En tout cas, ces informations sont les actes. Et nous aussi, le festival, on a donné des informations sur nos réseaux. Je vous propose maintenant de s'arrêter là avec le débat ouvert. Et on peut totalement continuer autour de faire des gens français, des spécialités ukrainiennes, de la langue tchèque.